le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation, il était naturel que la maille qui murmurait à mon oreille y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Lily de l'Écheveau Solidaire. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'associations qui me touchent beaucoup. Vous le savez sûrement si vous regardez mes vidéos, j'ai découvert avec le calendrier de l'Avent le travail de l'Écheveau Solidaire et la cause qu'elle défend. C'est donc tout naturellement que j'ai eu envie d'aller plus loin dans ma démarche. Bonjour Lily. Salut Lila. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de deux associations que tu défends et dont tu t'occupes. Et j'aimerais que tu nous expliques. Alors, il y a le MAS FD et Aide Gaïa. Ce sont les deux associations dont on aimerait discuter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, on va commencer par l'association MASFD. Alors, c'est une association qui finance la recherche médicale. MASFD, c'est un acronyme. Il y a la première partie qui signifie McCune-Albright syndrome, donc le syndrome de McCune-Albright, donc les 3 premières lettres. Et ensuite, les lettres suivantes qui est FD, qui signifie fibrose dysplasia, donc la dysplasie fibreuse des os. Voilà, donc en fait, l'association pour la recherche médicale, déjà de base, elle est constituée de 2 parties parce qu'elle combat à la fois un très gros syndrome qui comprend plusieurs symptômes et plus spécifiquement une petite partie de ce syndrome-là qui aujourd'hui n'a pas de traitement, qui est la dysplasie fibreuse des os. Voilà, donc cette association-là, c'est une collecte de fonds en fait. C'est-à-dire que moi, je vais pas m'adresser forcément aux patients, aux personnes touchées, mais je vais surtout faire de la sensibilisation aux personnes qui ne sont pas atteintes pour expliquer ce qu'est ce syndrome et pour faire pour financer la recherche médicale. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait que la dysplasie fibreuse des os? Est-ce que tu peux un peu nous définir cette maladie-là? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes? Tout, parce qu'en fait, c'est effectivement une maladie qu'on connaît peu ou pas. Tu peux nous en C'est dire ça. plus? Alors en fait, c'est une maladie extrêmement rare, une maladie orpheline. Donc le genre de maladie qu'on verrait par exemple au Téléthon. C'est une maladie génétique qui n'est pas héréditaire. C'est-à-dire qu'on n'hérite pas de ses parents. C'est un petit peu comme si c'était au loto, quoi. Il y a une mutation génétique qui se passe in utero. Donc, ce n'est pas une maladie qu'on attrape. C'est ancré en fait dans le code génétique, et c'est une mutation qui se passe lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman. Mais alors, dis-moi, quelle est la différence entre génétique et héréditaire? Alors, génétique, ça peut être génétique et héréditaire. Et ça peut être génétique et pas héréditaire. Génétique, ça veut dire que ça touche les gènes. C'est dans l'ADN, on a des gènes, et ces gènes peuvent être mutés, atrophiés. On peut avoir un gène en plus, par exemple, comme pour la trisomie 21. Donc en fait, génétique, ça veut dire que c'est dans le code des cellules. C'est écrit dans le code génétique. C'est pas un virus, c'est pas quelque chose qu'on attrape. Voilà ce que ça veut dire génétique. C'est écrit en nous, ça fait partie de nous. On ne peut pas se battre contre quelque chose. D'accord. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça, c'est ce que veut dire génétique. Ensuite, héréditaire, euh, ça veut dire hériter du code génétique de ses parents Hmm. ou de ses grands-parents. Ça peut sauter des générations. Mais ça veut dire que c'est hérité de quelqu'un. Et la plupart du temps, les maladies génétiques sont héréditaires. C'est relativement commun qu'on reçoive quelque chose Oui. de ses parents, et c'est pour ça qu'on l'a dans notre code génétique. Et c'est pour Il y ça a souvent aussi, qu'on fait un amalgame d'ailleurs entre héréditaire et génétique. Donc, c'est c'est pas si ça, simple mais que ça. c'est pas si simple que ça, c'est pas systématique. Là, dans le cas du syndrome de McCune-Albright, c'est génétique, c'est inscrit dans les gènes, mais c'est une mutation qui a lieu spontanément, sans logique. C'est la loterie.
Voilà. On ne sait pas pourquoi, à un moment, au niveau de la division cellulaire, en fait, le fœtus, quand il va passer de 1000 cellules à 2000 cellules, elles vont toutes se diviser. Eh bien, il y a une division qui ne se fait pas correctement et la première cellule était saine et quand elle se divise, il y en a une des deux où un gène va se modifier. On parle de mutation génétique, en fait. D'accord. Et ce sont ces cellules-là qui vont porter le syndrome. Alors, on peut aller encore plus en détail sur la maladie, sur son fonctionnement, disons, parce que donc là, on vient de traiter génétique, pas génétique, héréditaire, pas héréditaire. Et il y a aussi le nom mosaïque. Alors, ça, on en parle encore moins souvent, mais par exemple, si on a une mutation génétique, la plupart du temps, c'est l'ensemble du corps qui est touché. Toutes les cellules ont ce gène qui a cassé, qui a muté. Je reprends encore l'exemple vraiment très simple de la trisomie 21, où l'intégralité des cellules ont ce chromosome en plus partout dans le corps. Là, comme ça se passe au moment de la division cellulaire, au départ, les cellules sont saines. Il peut y avoir une cellule qui se divise en deux, puis se divise en quatre, etc. Et il y a un moment dans la chaîne où la mutation se crée, c'est-à-dire que toutes les cellules qui vont être issues d'une cellule saine vont rester saines. Ce qui fait que dans la totalité du corps, il peut y avoir 50% par exemple des cellules qui vont être malades et 50% qui ne vont pas l'être. Et le pourcentage de cellules malades varie en fonction de quand la mutation s'est passée au niveau du développement cellulaire. Si c'était au tout début de grossesse, enfin vraiment tout début, quand il y avait vraiment que quelques cellules, ou si c'était au bout d'une semaine, etc. Auquel cas, les pathologies varient en fonction des personnes, parce que la personne qui va être touchée à 50% dans son corps de cellules mutées ne va pas avoir le même degré de fragilité, disons, qu'une personne qui va avoir juste quelques cellules mutées dans son corps. Ce qui veut dire donc aussi ça s'appelle une maladie mosaïque. Ce qui veut dire aussi que l'intensité ou le nombre de symptômes peut varier d'une personne malade à une autre en fonction du nombre de gènes qui ont été touchés. C'est ça. Alors, c'est toujours un gène, c'est toujours le même, mais en fonction du nombre de cellules qui sont porteuses de ce gène muté, les symptômes peuvent varier. Et c'est bien ça le problème, étant donné que c'est une maladie non seulement qui est vraiment très rare, mais en plus de ça, la majorité des cas sont différents. On comprend quel est le problème de départ. Hein. C'est tel gène sur le chromosome 20 qui mute d'une certaine façon, mais le problème, c'est que ce gène-là, il est utilisé il est utilisé partout dans le corps, en fait, pour plein de processus. Et donc, du coup, ça engendre des problèmes un petit peu partout et en fonction des personnes. Certains s'enclenchent, d'autres non, et à des degrés différents. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des symptômes, en tout cas j'imagine qu'il y a une multiplicité de symptômes que ta fille, en l'occurrence Gaïane, elle les a peut-être pas tous et on a un certain nombre et justement ça aussi ça varie, j'imagine. Exactement. Alors bien qu'il y ait des dizaines de symptômes différents, globalement on peut les classer par catégorie. Et donc il y a 3 catégories. La plus bénigne, on va dire, ce sont des taches café au lait, donc sur la peau. Ça fait des petites taches brunes. Alors, des grandes, hein, Gaïa, elle en a sur les joues, elle en a un petit peu partout sur le corps. Bon, alors c'est un peu traumatique au départ pour les parents, hein, de se dire comment va vivre l'enfant à l'école, voilà, la stigmatisation, le regard des autres enfants, c'est compliqué. Mais finalement, en soi, ce symptôme-là, c'est vraiment la goutte d'eau. On apprend à vivre avec. Finalement, ça fait partie de la personne. On l'apprivoise et bon bref, il y a vraiment aucun problème, disons, avec ce symptôme-là. Donc ça, hop, tache café au lait, ça s'appelle. C'est vraiment, c'est pas très grave. Et alors ensuite, les 2 autres catégories, il va y avoir celle qui touche les hormones, parce que justement, ce gène-là, il active en fait une protéine qui
qui entrent en jeu en fait dans la fabrication des hormones. L'intégralité des glandes endocrinales peuvent être touchées par la mutation. Donc, il y en a plusieurs dans le corps. Par exemple, la thyroïde qu'on connaît bien, les ovaires, les testicules, les glandes surrénales au niveau des reins. Au niveau du cerveau aussi qui permettent de réguler le système hormonal général, disons, pour faire simple. Et en fonction des cas, il peut y avoir une glande qui est touchée ou plusieurs. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec la médecine actuelle, les hormones, globalement, on sait ce que c'est. Et on arrive avec des médicaments à réguler, soit à faire baisser quand il y a La plupart du temps, c'est que les hormones s'emballent. Donc, il faut réguler, il faut faire baisser le taux d'hormones. Et ça, aujourd'hui, on arrive à le faire avec des prises de médicaments. Donc, je dirais que cette catégorie-là de symptômes hormonaux sont gênants, mais bon, c'est vivable étant donné que voilà, avec un traitement, Un traitement, en tout au cas. fil du temps, il y a un pour la plupart, il y a un traitement. Par exemple, il peut y avoir le plus commun, par exemple pour les petites filles, pas aussi un petit peu pour les petits garçons, mais pour les petites filles, c'est la puberté précoce. Alors, c'est toujours un peu choquant. On a une petite fille de 5-6 mois et il y a des saignements dans la couche, Ah oui, la poitrine qui pousse, à les 5-6 poils mois. qui apparaissent. Ah, ça peut même plus tôt, hein, mais c'est une puberté précoce due au dérèglement des ovaires. Et ça, par exemple, aujourd'hui, Gaïa, elle est traitée pour la puberté précoce, donc elle a des médicaments tous les jours jusqu'à ce qu'on souhaite en fait enclencher sa puberté. On se D'accord. dit ok, elle a plus besoin de médicaments, là on freine plus, Parce que on laisse son corps faire. là, elle est en âge d'être pubère, en théorie, quand tu estimeras que, voilà. Oui, voilà. Quand elle sera en âge, on baissera le médicament et on fera des examens pour voir comment faire pour faire la transition. D'accord. Alors, tous ces problèmes hormonaux, ils sont plus ou moins graves quand on a accès aux médicaments, quand on découvre la pathologie pas trop tard, ce qui n'a pas été le cas de Gaïa. Gaïa, en fait, on a découvert sa maladie, donc le syndrome de McCune-Albright, parce que ce sont ces glandes surrénales qui ont produit trop de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et elle s'est mise à gonfler. Et en fait, c'est étalé en fait sur plusieurs semaines. Donc nous, en tant que parents, on regarde son bébé, on se dit c'est bon, il grossit bien parce qu'on focalise sur le poids. Donc on se dit c'est bon. Et en fait, pas du tout. Elle a commencé à gonfler, puis finalement perdre du poids. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était ces glandes surrénales qui produisaient plus de 40 fois de mémoire la dose qu'elle était censée produire. Donc un adulte en fait sous cette dose de cortisol, les médecins nous disaient qu'on devient fou. Le corps n'est pas capable de supporter cette dose de cortisol là. Et donc, si on était arrivé quelques jours avant à l'hôpital et si on avait eu quelques heures en fait pour tester le médicament, qui est accessible aujourd'hui vraiment très facilement, ces glandes surrénales auraient pu être régulées et elle aurait pu être sous traitement médicamenteux pour ce problème d'hormones-là. Or, ça a été la catastrophe, il fallait agir, c'était à l'heure près en fait. Et ils lui ont enlevé ses glandes surrénales. Donc aujourd'hui, Gaïa, elle a des organes en moins, ce qui fait que si on ne lui donne pas son médicament, son corps ne peut pas survivre. Sans glandes surrénales, c'est pas possible. Donc, le cas particulier de Gaïa, c'est que non seulement elle a beaucoup de symptômes, mais en plus de ça, des symptômes qui auraient pu passer comme étant faciles à gérer deviennent vraiment lourds pour son quotidien parce qu'on sait que toute sa vie déjà, elle aura cette prise de médicaments-là. Elle en a eu d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de thyroïde et pareil, souvent ils se la font enlever. Bon, globalement, on va dire que pour les symptômes hormonaux, c'est surtout ceux-là qui arrivent fréquemment. Puberté précoce aussi, c'est chez les petits garçons. Donc, en fait, il y a Voilà. un problème de tache café au lait, tu disais, un problème hormonal. Voilà. Et il y a hormonal. Et voilà. Et il y a la troisième catégorie qui s'appelle la dysplasie fibreuse des os. Ça, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà. Ça, c'est la bête noire parce que c'est pas compris, c'est pas traité, il n'y a pas de traitement. Et il n'y a pas assez de recherche, disons, sur ce point-là.
Aujourd'hui, du coup, c'est sur ça surtout que je me focalise. Donc, la dysplasie fibreuse des os, c'est toujours ce même gène qui est cassé, qui est muté, qui va être présent dans l'os, et ce qui fait que la structure de l'os va être modifiée. L'os va devenir friable, très fragile. Donc, la fragilité, ensuite la déformation, c'est-à-dire que l'os va gonfler, se tordre. Et le troisième cas, c'est la douleur. Donc, ça peut faire extrêmement mal. Donc, la dysplasie fibreuse, c'est le truc qui fait un peu peur, quoi. On veut pas que ça arrive. Il faut faire quelque chose sur ce point-là. C'est vraiment la bête noire. Donc c'est là-dessus que la recherche s'axe principalement. Enfin, Aujourd'hui, pour le peu de recherches qui seront lancées sur le syndrome de McCune-Albright, c'est spécifiquement sur la dysplasie fibreuse des os que les fonds sont placés. Alors, pas que. La petite subtilité, en fait, dans cette maladie, c'est qu'il y a des personnes... donc, à chaque fois, c'est la même mutation. Hein. C'est toujours le même gène qui casse, que ce soit les taches, les hormones ou les os. Mais il y a des personnes qui n'ont cette mutation que sur les os. Et c'est tout. Il n'y a aucune glande qui sont touchées, et rien sur la peau. Auquel cas, ces personnes-là, on dit qu'ils sont atteints de dysplasie fibreuse. Et point, c'est tout. Leur pathologie, c'est ça, dysplasie fibreuse. Mais quand on a cette triade de symptômes, au moins un dans chaque, au moins deux, je crois d'ailleurs, au moins deux. Donc soit les taches, soit les hormones, les os ou les os des taches. Là, dans ces cas-là, on estime que les cellules sont plus répandues et on parle plus uniquement de dysplasie fibreuse des os, on parle de la globalité du syndrome de McCune-Albright qui chapeaute le tout en fait. Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir la totalité, mais la dysplasie fibreuse, quand la mutation est présente que dans les os, c'est aussi possible d'avoir que ces symptômes-là. Donc, comme il y a plus de personnes qui sont atteintes par logique, hein, de dysplasie fibreuse que de personnes atteintes du syndrome de McCune-Albright, la recherche va plus à la dysplasie qu'au syndrome. Par exemple, en France, pour vous donner une idée, il y a recensé environ 2000 personnes qui sont atteintes de dysplasie fibreuse et seulement 350 personnes qui ont le syndrome de McCune-Albright. Okay. Donc, c'est vraiment très peu de personnes. Et à chaque fois, donc, des cas vraiment très différents. Il y a une personne qui va avoir la thyroïde et un os touché. L'autre, ça va être les surrénales, mais la totalité du squelette. Enfin, c'est vraiment ce syndrome-là, cette maladie-là, est-ce qu'on se rend compte à la naissance, plus tard? Est-ce que ça peut se déclarer plus tard? Comment on le découvre? Alors, on le découvre parce qu'on découvre un symptôme. Il y a quelque chose qui se déclenche. Et on cherche et on dit ok, ça correspond au syndrome de McCune-Albright ou ça correspond à la dysplasie. En aucun cas, il y a pas de dépistage en fait parce que étant donné que c'est mosaïque, sur quelles cellules allons-nous chercher? On fait une prise de sang, si les cellules, si dans le sang il n'y a pas la mutation, on va dire chouette, la personne n'a pas le syndrome. Mais en réalité, si on en refait une 5 minutes après, c'est possible que ce soit positif. On peut pas se fier en fait à une prise de sang pour définir si la personne est atteinte ou pas. La seule solution, du coup, c'est d'attendre qu'il y ait un symptôme, de rechercher spécifiquement si c'est bien le syndrome de McCune-Albright et de faire une biopsie, par exemple, c'est-à-dire on prend un morceau d'os. Et on va aller regarder si sur cet os qui est malade, parce qu'on voit, il y a des symptômes, il est fragile, il est gonflé, et on cherche la mutation, là on peut la prouver. D'accord. Mais ça c'est extrêmement rare parce que il faut arriver à se trouver dans la situation où on arrive à viser une cellule, une zone en particulier qui a une grande chance d'être atteinte et de rentrer dans le process médical en disant voilà, parce qu'il faut se battre nous en tant que parents pour parce que les médecins évidemment la plupart des médecins ne connaissent pas ce syndrome. Bah oui, donc il faut se battre en fait en disant non, il faut vraiment faire une analyse sur cet échantillon là parce que derrière c'est ce qui peut prouver à la MDPH que la maladie existe bien, parce que la plupart du temps c'est le gros flou.
Souvent, c'est mal interprété. Par exemple, on peut confondre la dysplasie fibreuse avec la maladie des os de verre, par exemple. Ça fait au radio, ça fait quelque chose Oui, de ça ressemble à cassant. de cassant. La couleur, en fait, sur la radio n'est pas la bonne, quoi. C'est tout transparent. Et les os, en fait, les enfants vont commencer à marcher. Et puis, c'est souvent le fémur qui va casser une fois, deux fois, trois fois. Et puis là, on se dit, bah non, mais il y a un problème, il y a quelque chose, il faut chercher. Mais souvent, voilà, c'est comme ça. C'est erreur. On Et découvre par la force des choses qu'il y a quelque chose. Nous, ça s'est pas du vous, tout passé comme ça. vous, en tant que parent, ça s'est passé comment? Vous l'avez su très tôt dans le cas de Gaïa, je Eh crois. bien, nous, on l'a su très tôt. Alors déjà, on a su vraiment à la naissance, c'est-à-dire au moment où je l'ai eu dans les bras, on savait qu'il y avait quelque chose. On ne savait pas quoi, mais on savait qu'il y avait un problème parce qu'elle ne tenait pas sa tête. Et donc, presque problème neurologique, quoi. Et ne pas tenir sa tête, ce n'est pas une maladie. C'est forcément un symptôme de quelque chose. D'accord. Ça peut pas être dire voilà, il y a un problème d'hypotonie, les muscles sont pas assez, ne sont pas assez forts. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est forcément le symptôme de quelque chose. Donc nous, on savait dès le départ qu'il fallait qu'on cherche, qu'il y avait quelque chose. Euh, donc on a été suivis dès le début, avec des prélèvements hormonaux, ils cherchent un peu tout. Et puis au bout d'une semaine, quand ils se sont rendus compte que bon, bah, finalement, ils trouvaient pas. On est rentré à la maison, donc c'était médicalisé. On avait des infirmières qui venaient tous les jours, etc. pour un suivi. Et c'est c'est ce gonflement en fait et cette chute de poids qui nous a ramené de force à l'hôpital. Et parce qu'en fait c'était la grosse crise, quoi. C'était ces surrénales qui s'étaient emballées. Et et la plupart du temps, ça arrive sur les petits enfants comme ça. Enfin, moi je suis en contact avec d'autres mamans qui ont exactement ce symptôme-là. Alors je sais pas s'il faut que je complique encore les termes, mais donc depuis le début, je vous parle du syndrome de McCune-Albright et ce problème de dérèglement des surrénales, c'est aussi un syndrome. Ça s'appelle le syndrome de Cushing. Vous voyez, on a des syndromes dans les Ah, syndromes. Cushing, oui. Voilà, donc en fait, ça s'appelle un Cushing. Ce sont les surrénales, voilà, qui s'emballent et du coup, bah voilà, médicaments ou ablation. Et dans le cas de Gaïa, du coup, ils lui ont enlevé les surrénales, ils ont fait l'analyse des surrénales, l'analyse génétique, et c'est ça en fait qui nous a permis d'être sûrs et certains euh, qu'elle avait le syndrome de McCune-Albright. Mais dans la plupart des cas, les enfants n'ont pas de prélèvement, on ne leur enlève pas d'organes. Oui, j'imagine que c'est plus Enfin, long. voilà, donc ça arrive plus tard, souvent au moment de la marche en général, où voilà, un os qui casse, ils font un prélèvement et puis ils trouvent la dysplasie. Et si jamais il y a d'autres symptômes, par exemple le plus courant, donc qui est la puberté précoce, ça s'ajoute et du coup, hop, ils relient au syndrome de McCune-Albright comme ça. Mais ça prend plusieurs années D'accord. Maintenant habituellement. qu'on Là, y c'est pas voit, notre cas, mais maintenant qu'on en sait un peu plus sur le syndrome et les maladies, est-ce que tu peux nous dire, donc nous définir exactement quelles sont les deux associations dont tu t'occupes, hein, ou que tu défends en tout cas, et à quoi servent les fonds qui vont être recueillis dans ces différentes associations? Donc on commence par, alors, on continue sur ma CFD. ouais, Alors, je suis présidente de l'association. À la base, il y avait une autre association qui représentait le syndrome de McCune-Albright, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui se focalisait surtout les relations avec les patients, justement, avec les familles, les soutiens, aider pour la paperasse, ce genre de choses. Et moi, quand je suis venue vers eux, parce que tous les parents finissent par contacter cet asso-là, moi, je leur ai dit à un moment donné, mais moi, je voudrais financer la recherche. Est-ce que je peux vous reverser l'argent et puis vous le donnez aux personnes concernées? Et en fait, la personne, ça l'intéressait pas. C'était déjà un boulot à part entière de s'occuper de la gestion des patients, disons. Et j'ai senti que du coup, il aurait fallu une autre entité en fait pour s'occuper vraiment spécifiquement de ça. Donc, j'ai lancé la Soma CSD, qui est une collecte. Vraiment, c'est une collecte de fonds. Donc, moi, ce que je fais, j'ai une petite cagnotte, je fais les petits écureuils, je lève les fonds, je lève les fonds. Et une fois que j'ai un montant suffisant, je reverse à un organisme qui, lui, va s'occuper des appels d'offres
devoir avec un conseil scientifique choisir les personnes qui vont avoir les bourses et de faire le suivi que l'argent arrive au bon endroit, aux bonnes personnes, etc. Moi, ça m'assure aussi que les études soient portées uniquement sur le syndrome de McDonald-Bright ou la dysplasie, enfin, qui est en rapport direct avec cette maladie-là. Et je ne souhaitais pas donner l'argent de la collecte à la recherche, on va dire, dans son ensemble ou les maladies génétiques. Je voulais vraiment m'axer sur la maladie de Gaïa. Et donc, du coup, de faire la collecte, enfin, de faire la chaîne, en fait, du début jusqu'à la fin, moi, ça m'assure de la traçabilité des fonds et de savoir exactement à la fin ce qui arrive aux chercheurs. Et justement, Voilà. à quoi ils servent ces dons? Alors, bah, c'est de la recherche scientifique pure en fait. Les dons, quand l'asso récupère les fonds qui sont générés par des ventes en ligne. Donc là, par exemple, moi, j'ai une collecte de fonds qui s'appelle Les Chevaux Solidaires. Donc je vends de la laine en ligne, de la laine pour les tricoteuses teinte à la main. Et en fait, les bénéfices, donc l'asso encaisse directement ces fonds-là. Donc évidemment, il y a la partie matières premières, etc., qui est aussi payée par l'asso. C'est vraiment un fonctionnement un peu comme une entreprise, je dirais. Et donc moi, je suis pas payée, j'ai pas de salaire sur cet argent-là. J'agis comme bénévole auprès de ma propre asso. Une fois par an, en mois de juin, je reverse ces fonds-là. Et ces fonds, ils arrivent directement à des chercheurs qui sont intéressés par la maladie. En général, ils ont déjà travaillé une ou deux fois, ou ils sont déjà dans le milieu des maladies qui touchent les os, etc. Et, euh, et ils vont proposer un projet souvent sur plusieurs types de problèmes. Alors ça peut être par exemple le traitement de la douleur, comprendre pourquoi il y a des personnes qui sont atteintes d'hyperplasie fibreuse qui ont une douleur pas possible et d'autres qui n'en ont pas. Alors officiellement, il n'y a pas d'atteinte neurologique. D'accord. Ça touche pas les nerfs. Enfin, il n'y a pas d'atteinte neuro à ce qu'on sait aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça le problème en fait. Donc moi j'essaie de bousculer un petit peu ces gens-là en essayant de les faire chercher pas autrement mais un peu quand même. Parce que Gaïa, je me sers en fait du cas de Gaïa qui a des symptômes qui ne sont pas listés en fait. Pour les faire chercher, pour leur faire voir qu'il y a peut-être encore d'autres choses. Oui, leur donner des pistes aussi. Voilà, c'est ça. Mais sauf que nous, en fait, je sais pas si des médecins écouteront le podcast, mais en fait, nous, on essaye de, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais on dévie un petit peu le chemin normal des choses euh, pour les mettre au pied du mur et les faire chercher pour des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, quoi. Enfin, cette phrase n'est pas française. Mais si, J'ai dit n'importe quoi. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel qu'un parent qui vit au quotidien la maladie de son enfant pour savoir, pour donner des pistes. Parce que c'est vrai que quand ça reste un syndrome avec des symptômes listés, mais que toi, dans ton quotidien, tu vois bien ce qui se passe et tu vois bien ce que tu vis et tu n'expliques pas pourquoi justement il y a des enfants qui ont des douleurs, d'autres pas. Ça peut donner des pistes aussi aux chercheurs de se dire tiens, aller chercher d'un côté, c'est intéressant. Donc là, par exemple, en prenant le cas de Gaïa, j'ai déjà fait ça 3 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gaïa, elle a une atteinte au niveau du cerveau qu'on n'explique pas. Alors, soit ça peut être, elle a un retard cognitif en fait, donc elle ne parle pas, par exemple. Donc Gaïa, elle a une atteinte neurologique, ça on en est certain, et on ne sait pas expliquer si ça vient du syndrome ou si c'est encore autre chose. Alors quelles sont les probabilités d'accumuler les mutations génétiques? Ça, j'en sais rien. Parce que d'avoir le syndrome de Bacune-Albright, c'est une chance sur 1 million. Voilà, pour donner un ratio, c'est vraiment très très rare. Et donc, quelles sont les chances qu'elle cumule en fait encore autre chose? On se dit c'est très peu probable. Et que son atteinte neurologique, peut-être que est-ce que les neurones
peuvent être porteurs d'une mutation. Est-ce que, enfin, vraiment, le cerveau peut être, est-ce qu'un organe peut être atteint? Et aujourd'hui, bah, si on lit la littérature, ils vont nous dire non, c'est la peau, les glandes, Les hormones? voilà, les hormones et les os. Mm. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc bah non. Alors je ne suis pas d'accord avec vous. On y va gentiment comme ça. Et en fait, du coup, la première bourse que j'ai lancée du coup via ma CFD, qui a été une grosse bourse, c'est-à-dire que j'ai pas remis les sous au bout d'une année. J'ai collecté pendant 2 ans. Et j'ai donc financé une bourse à moi toute seule. Enfin, moi, c'est pas moi, hein. Mais la collecte a permis de financer l'intégralité d'une bourse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc j'ai donné 60 000 $ et un chercheur, et d'ailleurs ça doit encore être en cours, il faut que je me renseigne, et à chercher vraiment sur les atteintes au niveau du cerveau. Est-ce qu'il est possible? Alors du coup, bah ça passe par des modèles, par des souris en fait. Donc il faut acheter les souris qui ont l'atteinte génétique au bon endroit. Donc il a demandé à ce que ce soit au niveau du cerveau, ou il l'a peut-être fait lui-même, je sais pas. Puis après, bah voilà, il analyse les données pour voir si c'est possible ou pas que le cerveau soit atteint. Donc ça, c'était mon premier combat, c'était d'essayer de leur dire oui, mais vous savez pas, mais vous savez pas parce que vous n'avez pas cherché en fait. Donc, C'est pas parce que vous n'avez pas cherché que ce n'est pas possible. ça n'existe pas. Mm. Voilà. En gros, toi, ces dons-là, tu sais qu'ils vont à la recherche, tu as une traçabilité, tu sais exactement sur quel type de projet, sur quelle mission Oui. ça va, Oui. tu sais exactement tout Oui. ça. Est-ce que tu Je sais exactement. Et est-ce que tu connais les avancées? Est-ce qu'il y a eu des avancées grâce à ça? Et ben ça justement, c'est un petit peu délicat parce que si on va pas en direct Bousculer un peu? bousculer, ils disent pas. Ils aiment bien garder un petit peu secret pour eux. Moi, j'avoue, j'ai jamais pris le temps de faire un suivi, d'avoir des rapports en fait sur ce qui avait été découvert ou pas découvert, sachant que par exemple, il y a des personnes qui tous les ans récupèrent un bout de la bourse. Tous les ans vont continuer leur projet sur. Là, je pense que depuis le début, 4 fois d'affilée, une partie des sous que j'ai donnés sont allés à la même personne, une dame qui s'appelle Mara Reminucci, qui est en Italie. Elle ne fait que ça, de travailler sur la dysplasie fibreuse. Et est-ce que, du coup, c'est une étude des recherches qu'il ne faut que continuer? Je ne sais pas. Par exemple, j'avoue que, bon, bah, moi, là, à partir du moment où je sais que ça va à la bonne personne et que la personne travaille sur la maladie, qu'il y ait des résultats ou pas, j'estime que, bon, bah, j'ai fait mon travail. Voilà. Mais oui, il faudrait que Donc, j'aille en encore gros, plus loin. en gros, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus de dons qui soient faits, évidemment, à cet assaut-là pour permettre qu'il y ait Ouais, plus de recherche et que peut-être que les symptômes que tu décris, qui ne sont pas communs en théorie au syndrome, ouais, puissent être aussi recherchés, évalués, regardés. En tout cas, ouais. il n'y a peut-être pas que 3 symptômes qui existent. Visiblement, il y en a bien d'autres. Oui, 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 c'est ça. Alors après, moi, j'essaye de pas non plus trop biaiser les fonds de ma CFD. J'essaie de pas trop prendre en compte non plus les symptômes de Gaïa qui sont vraiment rares. Et je mets aussi un point d'honneur à ce que ça aille aussi à la dysplasie fibreuse, bien qu'elle ne soit pas douloureuse, par exemple, Gaïa. Et je me dis que vu le nombre de personnes qui sont atteintes de dysplasie, il faut aussi que la majorité des fonds aillent sur cette partie-là, parce que le syndrome c'est bien, mais ça touche encore moins de gens. Donc Et se battre pour vraiment la petite tête d'épingle, je ce veux pas en faire syndrome-là, quelque chose de personnel. ouais, et ce syndrome-là, il est connu depuis combien d'années, est-ce que tu saurais dire? Ah bah tiens, ça je sais pas. Euh, Parce que c'est j'ai quoi? aucune idée. Est-ce qu'on sait c'est un peu cru ce que je vais te demander là, mais est-ce qu'on sait clairement quelle sera la vie d'une personne atteinte de ce syndrome-là? Est-ce qu'on a quand même Oui. un peu de recul là-dessus ou pas du tout? Oui, 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 il y a des personnes qui vivent vraiment très vieilles avec cette maladie. C'est rassurant. Enfin, oui, 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 au niveau du pronostic vital, ça n'engage rien. Enfin, il y a pas de différence, sauf si les symptômes ne sont pas traités.
Aujourd'hui, Gaïa, si elle était née dans un pays où on n'a pas accès aux hôpitaux ou pas accès aux soins, elle n'aurait pas passé ces 1 mois. C'est pas nous à 24 heures près, elle passait pas. Honnêtement, le médecin, nous on était en service de réanimation. Le chef, il est parti le vendredi soir, il est rendu le lundi matin. Et le lundi matin, il est venu nous voir et il fait bah je pensais pas que je vous reverrais aujourd'hui. Ah ok d'accord. Alors ça a été dit vraiment très bien dit et on a accueilli ses paroles. Enfin c'était quelqu'un de charmant, hein. Mais mais c'était pour nous confronter à la dure réalité, c'était Ouais. que Oui. elle passait pas le week-end normalement, Et c'était puis, pas je pense prévu. qu'il y a une différence aussi entre certains hôpitaux qui doivent être habitués à être confrontés de temps en temps à des maladies rares comme celle-là et d'autres où, Oui, alors, enfin, voilà, c'est une question de bol ou de pas de bol. oui. Parce que, Après nous on a eu de la chance dans notre malheur, c'est que qu'il y avait déjà ah eu oui, des cas et qu'ils de ont syndrome cherché de dans le bon McKinnon-Bride sens. dans cet hôpital. Ah, Voilà. Et quelques années auparavant, et en fait, il y avait des médecins qui étaient encore là, qui dataient de cette époque, et qui sont souvenus directement. Enfin, ils se sont mis l'option syndrome de McKinnon-Bride dès le début, en fait. d'accord. Donc c'est pour ça aussi que ça a été très vite. Ils Bah, auraient, c'est même cool. s'ils n'avaient pas su, je pense qu'elle aurait survécu parce qu'ils voyaient que c'était les surrénales, donc ils les auraient enlevés. Au pire, ils n'auraient pas compris pourquoi. Hmm. Mais là, on a su pourquoi, parce que voilà, il y avait les bonnes personnes au bon moment dans cet hôpital-là. Comme quoi, plus la recherche avance, plus on en parle, plus il y a de chances Oui, pour que d'autres enfants soient sauvés et en tout cas pris en charge le plus tôt possible. Et oui, oui, oui. c'est bien, c'est bien de le dire au monde entier. Oui, mais oui, c'est ça. Alors, à la base, quand j'ai monté la SOMA CFD, moi, mon rôle, en fait, j'avais fait plusieurs catégories, dont le financement de la recherche. Et j'avais imaginé aussi faire de la sensibilisation au niveau des médecins, etc. Mais finalement, c'est trop de travail et aussi des patients. Et j'ai dû vraiment choisir, en fait, les actions menées par l'ASSO. Et j'ai commencé par le financement de la recherche et finalement, je suis restée sur ça. Donc aujourd'hui, il y a très peu de sensibilisation auprès des médecins pour connaître la maladie. Alors que dans d'autres pays, par exemple, il y a une association qui est en Espagne, euh, et ben c'est justement la sensibilisation aux médecins et aux personnes non atteintes, disons, qui est vraiment mis en avant et ils ne font que ça, faire des documents, des prospectus, des plaquettes à remettre dans des conférences, etc. Écrire des livres pour les enfants, à distribuer à l'école, enfin vraiment de la sensibilisation large. Et en fait, donc on a eu un rassemblement en fait des assos internationales, disons, et on a tous un peu notre objectif. On fait pas tous la même chose. Bah, c'est bien, vous êtes complémentaires. Oui, voilà. Donc Excuse-moi, moi, je suis la seule à remettre des sous en fait à la à recherche. cet organisme-là avec la fondation américaine. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux bien maintenant qu'on parle de la deuxième association? Très bien. Donc la deuxième. Alors juste pour finir sur la première, pour donner une différence entre la première et la deuxième, la Soma CFD, elle est à but non lucratif, d'intérêt général. Ce qui fait que du coup, les personnes qui font des dons obtiennent des reçus fiscaux, etc. Enfin, c'est vraiment une asso comme on l'entend, quoi. Enfin, l'asso classique. Alors que l'asso Abgaya, c'est une association à but lucratif parce que c'est de l'argent qui a pour but de d'aider notre vie quotidienne et en rapport avec Gaïa, avec les choses qu'elle n'aurait pas dû, les choses qu'on n'aurait pas dû vivre en fait et qui doivent être financées. Bien c'est l'asso El Gaïa qui les finance. Donc ça marche grâce à des cagnottes, à des dons mensuels, des collectes aussi de vente de laine, etc. Où moi, je me débrouille pour faire entrer des fonds sur cet assaut-là aussi. Mais par contre, comme c'est à but lucratif, il n'y a pas de reçus fiscaux, enfin, il n'y a pas du tout cette partie au niveau des Il n'y a impôts pas de qui déduction sur sont les cités impôts, dedans. etc., de Il n'y a choses pas comme de ça. déduction. D'accord. Exactement. Donc déjà, de base, c'est vraiment deux optiques complètement différentes entre financer l'une et financer l'autre. El Gaïa, par exemple, on a emménagé en fait dans une maison
qui était en travaux. Parce qu'on a dû arrêter de travailler en fait tous les deux avec mon mari Damien pour nous occuper de Gaïa, et donc on a emménagé dans une maison en campagne qu'on venait d'acheter pour dans le but d'y vivre un jour en fait plus tard quand on serait vieux. Et ce qui fait que c'était une maison à aménager avec des frais au niveau des travaux et on n'avait plus de salaire en fait pour financer ça. Et l'une des premières cagnottes que j'ai lancées avec la SOAL Gaïa par exemple, c'était de refaire notre salle de bain aux normes avec une porte plus grande si un jour il fallait passer un, un siège roulant, mettre une baignoire parce que j'avais entendu parler que pour la dysplasie fibreuse, au niveau des douleurs, de prendre des bains, Pour calmer la douleur. ça pouvait calmer. Donc moi je m'étais dit tout de suite, alors là il faut, si on finit la maison, il faut la faire comme il faut pour l'avenir de Gaïa quoi. Donc par exemple, la seule Gaïa finançait ça. Bon, alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais ça peut être financé par la MDPH, etc. Mais en fait, Alors, est-ce que je me suis lancée. Tu peux juste expliquer ce que c'est que la MBPH, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Oui, MDPH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maison départementale. Situation de handicap, il n'y a pas un truc comme ça? Oui, pour les handicapés, quoi. Enfin, Ouais. c'est De personnes en situation de handicap. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Et en gros, pour s'inscrire, il faut être handicapé, donc, et pouvoir le prouver. Donc nous, on a eu de la chance parce que du coup, avec la biopsie de cellule surrénale, on savait qu'elle était en affection longue durée, on dit, c'est-à-dire une personne qui peut pas guérir. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être prises en charge, par exemple, nous ça ne nous concerne pas, mais acheter une voiture pour faire rentrer un siège, un van en fait pour faire rentrer la chaise roulante et puis ce genre de choses. Bon, ça viendra peut-être un jour. Mais en gros, la NDPH est censée financer des choses. Nous, on a essayé et puis en fait, moi, je me suis tellement confrontée à la paperasse qui fonctionne pas. Sinon, j'ai pas été aidée dans le sens où on avait trois assistantes sociales par exemple pour monter les dossiers avec nous. Ça ne fonctionnait jamais. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et à la fin, moi, j'en ai eu marre de passer des jours à remplir des dossiers qui me mettaient moi dans un état. C'était une situation dépressive, quoi, d'être dans une. Voilà, on est dans la maladie, mais en plus de ça, on fait faire parce que des dossiers de 50 pages, quoi. C'est pas comme si tu avais ta vie avec ta fille, donc. C'est ça. Et quand on voit ça a pris des semaines à monter un dossier, puis que 6 mois après, c'est refusé parce que ça a été pas dit correctement, c'était pas le bon mot, c'était pas le bon formulaire. On dit non mais là en fait, c'est pas possible. Donc je n'utilise pas mes droits. Voilà. Alors j'ai le droit normalement de faire aménager ma salle de bain. Mais j'ai décidé c'est volontaire, hein, j'ai décidé de pas le faire et puis de trouver les fonds par moi-même et de dépenser l'argent quand j'en ai besoin et pas d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant de pouvoir faire quelque chose. Donc c'était pareil pour un siège auto adapté. Il fallait absolument que Gaïa soit presque allongée en fait, donc un siège auto qui s'incline beaucoup. Et ça a été c'est des heures et des heures de recherche pour trouver le modèle, d'aller sur des forums, de parler avec des mamans d'autres maladies, patati patata. Enfin, vraiment long, quoi. Et une fois qu'on trouve le truc, on se dit non mais moi je vais pas attendre encore 1 an avant d'avoir le siège auto. C'est pas possible. Il faut le véhicule aussi qui va avec, j'imagine, parce que alors pour l'instant non. non. Pour l'instant non. On a une voiture normale, disons. Mais c'est un bon exemple, c'est-à-dire que comme on travaille pas, on n'a pas les finances d'acheter une voiture. Parce qu'à la base, on est parisien. Damien, il avait une moto, moi, j'ai pas de voiture. Donc le changement de vie où on est obligé d'acheter une grosse voiture qui nous permet de balader l'équipement orthopédique de Gaïa quand elle va à l'hôpital, etc. C'était une grosse charge. Donc après, c'est nous qui décidons est-ce que ça fait partie, est-ce que El Gaïa peut financer par exemple l'achat d'une voiture toute bête pour notre foyer. Donc
souvent, quand j'ai des doutes, la plupart du temps, je fais des sondages, j'envoie des mails aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça passerait, vous pensez, si je finançais ça? Et puis, les gens sont toujours dans la bienveillance. Donc les gens qui donnent, ils savent que voilà, j'utilise les fonds parce que vraiment c'est nécessaire de les dépenser dans cette cadre-là. Et donc, Adgaia nous a acheté notre voiture. Parce que j'estime que si je travaillais, je pourrais l'acheter. Mais comme je travaille pas et je garde Gaïa, toutes ces grosses dépenses, en fait, ces grosses enveloppes qu'on est censé débourser de temps en temps, et là, c'est elle, Gaïa, c'est l'asso qui le fait à notre place. Ça peut être aussi des dépenses liées, la garde de Gaïa. Ça, c'est pareil. Pendant longtemps, je me suis battue pour avoir une aide humaine, ça s'appelle. Donc, quelqu'un qui est attitré à la garde de Gaïa pour la stimuler, etc. Mais ça n'a jamais fonctionné. L'aide humaine est toujours refusée par la MDPH et ils estiment que les meilleures personnes pour garder Gaïa, ce sont ses parents. C'est que le cas est tellement compliqué qu'ils estiment qu'ils ne veulent pas prendre le risque qu'il y ait quelqu'un engagé par la MDPH, enfin financé en tout cas par la MDPH, qui vienne garder Gaïa. Oui, il y a sans doute un problème de formation là, un problème de formation. Oui. Oui, peut-être qu'ils se sont. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a formé quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une aide à domicile. Donc, elle s'occupait surtout des personnes âgées. Mais qui, voilà, elle sait porter les gens, elle fait pas de soins médicaux, mais c'était une personne qui était motivée. Et nous, aujourd'hui, Elle Gaïa finance 2 heures de garde par jour en semaine pour Gaïa. Et ça, c'est l'équivalent de 10 000 euros, un budget de 10 000 euros par an qu'on doit financer nous. Et donc, c'est Elle Gaïa qui finance. Mais ça, alors, ce qui serait important aussi de préciser, c'est quel est votre quotidien aujourd'hui avec Gaïa? Parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on connaît pas non plus le syndrome. Tu dis quelqu'un pour garder 2 heures par jour, que vous ne pouvez plus travailler parce qu'il y a Gaïa qui peut s'en occuper, je crois que c'est H24, d'après ce que tu m'as dit. Concrètement, c'est quoi? Elle a besoin de quoi et comment ça se passe vos journées, etc. Oui. Alors aujourd'hui, Gaïa, elle peut pas bouger toute seule, donc elle ne marche pas parce qu'elle est atteinte de dysplasie. Elle a 7 ans. 7 ans. Elle a 7 ans et je suppose qu'elle doit, elle doit avoir, dans sa tête, elle doit avoir peut-être 4 ans. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle sait compter, elle connaît les lettres de l'alphabet, les couleurs, tout ça. Enfin, c'est limité. Elle a un apprentissage qui est très lent. Donc, elle doit peut-être, je dirais qu'elle a un retard de 3 ans à peu près. Par contre, physiquement, elle grandit, elle a la taille d'un petit enfant de 7 ans, mais elle ne marche pas, elle ne parle pas, du coup, elle n'est pas propre. Et du coup, ça veut dire qu'elle a besoin d'assistance constante. C'est-à-dire que pour attraper un joujou un petit peu plus loin, il va falloir qu'elle nous fasse comprendre. Elle veut ci, elle veut ça. Oui, elle a la motricité fine, elle sait appuyer sur un bouton. Alors ça, tout est de l'apprentissage en fait. Ça, c'était ses premières années de vie. Notre rôle, notre quotidien, c'était ça. C'était lui apprendre des choses qui sont censées être innées, qui sont censées être acquises par l'expérience. Un enfant, il va voir quelqu'un appuyer sur un truc, il va essayer une fois, 2 fois, puis tout seul, puis à un moment donné, il va y arriver, il va comprendre, le processus se fait. Et en fait, Gaïa, tous les mouvements n'étaient pas acquis par l'expérience, c'était vraiment par l'exercice, répéter. Alors, pointer du doigt. Voilà, on vous dit c'est bête, mais un enfant qui pointe du doigt, qui fait ça, qui montre ce qu'il veut, il montre ou même le geste en fait de sortir un doigt de la main. Et en fait, ça a été pendant des mois, pour qu'elle comprenne qu'elle avait accès juste un doigt de faire ça, puis après de pointer dans la bonne direction, mais que c'était pas le bout du doigt qu'on monte, c'est la direction de l'objet. Et ça, c'est de l'acquisition. C'est à nous en fait c'est de la répétition, c'est l'apprentissage au quotidien. Puis je crois que ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'en fait, comme là où vous êtes, c'est un peu pas le désert médical, mais vous êtes pas loin, vous êtes loin d'une grande ville, et puis il faut des gens qui soient formés à ce genre de syndrome, de symptômes, de tout ce qui va avec. En fait, vous avez pris en charge, toi, t'en avais un petit peu marre, si j'ai bien compris, d'attendre qu'il y ait des gens qui veuillent bien se déplacer et qui soient en fait,
c'est même pas d'attendre en fait, c'est parce qu'on a attendu, puis le peu de gens qui étaient formés sont venus, mais c'est après en fait, c'est les gens nous abandonnent en fait. C'est juste, ils se rendent compte que ça ne marche pas, Donc, que tu as la fini par fréquence ne apprendre marche toute pas, on seule est et trop par loin. chercher. Donc c'est Ouais. ça, c'est-à-dire que moi je voyais ce qu'il fallait faire et la seule option, c'était qu'une fois que les personnes me disaient bon bah non là, ça va pas marcher, hein, on va arrêter. On n'avait que la solution de nous prendre le relais. Donc de remplacer la kiné, de remplacer l'ophtalmo. Enfin, c'était tout quoi, les exercices pour tout quoi, le langage, l'orthophonie, les troubles de l'oralité, vu qu'elle voilà, elle ne mange pas non plus. Donc Elle ne mange pas c'était toute seule, c'est-à-dire qu'elle mange. non non, elle ne mange pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre dans sa bouche. Donc, elle se nourrit comment? J'attends ton regard, tu sais. Comment ça marche? Non, Elle a j'essaie un de pas bouton de avoir l'air trop. gastrostomie. Mais ça me fait surprendre, hein. Elle a un bouton de gastrostomie. Donc, en fait, elle a un petit trou, en fait, dans l'estomac avec un petit bouton qui s'ouvre et qui se ferme, un petit clapet. Et nous, on lui insère, en gros, une purée soupe, disons, à l'aide d'une seringue, en fait, directement dans l'estomac. Donc, on la nourrit par l'estomac. Et Wow. ça, et ben, c'est très commun finalement, hein, les enfants qui s'arrêtent de manger comme ça. Ça, c'est une conséquence. C'est pas lié à sa maladie. C'est une conséquence des opérations des tout petits. D'accord. Donc en fait, en service de réa, quand on voit des bébés, eux, c'est d'une banalité les enfants qui sont nourris comme ça. Alors au début, il y a une sonde nasogastrique, donc une sonde qui Ouais. passe par le nez et qui passe dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Puis quand on se rend compte en général que l'enfant ça se débloque pas, ne veut pas manger, on finit par placer un bouton en fait Et pourquoi il veut pour pas manger? Comment ça s'explique, ça? c'est un blocage, c'est une question de volonté. Ça doit être ancré, ça doit être inconscient, hein. L'enfant ne veut pas manger. Parce que Gaïa, je sais qu'elle est capable, hein. Oui, c'est Ça ce que lui est j'allais te déjà arrivé de demander. mettre une petite miette. Tout fonctionne très bien, hein. Ouais, elle peut avaler Alors comme. effectivement, elle peut, si elle veut, elle peut. Mais en général, c'est les enfants qui ont été sevrés. Enfin, on leur a pas donné assez de nourriture à un moment donné. Hmm. Et du coup, ils ont compris que bah il se passait rien en fait, parce que souvent ils sont sous perf. Et donc en fait, le corps comprend que manger c'est pas forcément nécessaire. Ouais, ça change rien en fait pour eux parce qu'ils sont nourris Voilà, autrement. Ils savent qu'ils sont. voilà. Et sur un tout petit enfant, petit cerveau, pas mature, ben du coup, ça a des séquelles en fait. Et d'habitude, les troubles de l'oralité comme ça ça se travaille, hein, donc il y a des stages, etc. Trouver l'aliment copain, ils appellent ça. Alors souvent, ces enfants choisissent un aliment bien spécifique et ne mangent que ça. Hmm. Avant au fil des mois, des années, finissent par remanger difficilement, hein, c'est vraiment un combat, mais ils finissent souvent par remanger. Donc ça viendra Gaïa, peut-être. son aliment copain. Gaïa a un aliment copain, c'est la chips. Alors, elle lèche les chips, elle ne mange pas la chips. C'est vrai. Donc, plus c'est fort, en général, mieux c'est, parce que on suppose que les papilles, elles sont sous-développées. Et puis, du coup, il faut un goût très fort, en fait, pour qu'elles sentent quelque chose, Quand ça pique que un ce peu, soit c'est bien ça. intéressant. C'est pique ou goût roquefort, ces enfants-là, par exemple, c'est totalement du genre à manger des danettes au café, tu vois, enfin, des trucs que les enfants ne mangent pas, parce que ça a un goût vraiment fort. Et, euh, et ben donc, par exemple, la Gaïa finance, on va faire des courses pour acheter les chips parce qu'elle Hmm. mange, enfin, elle déguste au moins peut-être un paquet de chips par jour qui finit à la poubelle, évidemment, hein, c'est juste tout léché, plus bon, il n'y a plus rien dessus. Et mine de rien, bah, ça fait un sacré budget, hein. Ben ouais. Donc, et ça, on n'est pas censé vivre ça. Donc, bah, du coup, j'estime que bah, ça passe sur des dépenses qui passent sur Gaïa. Donc, tu disais que c'était Voilà. du quotidien, donc il y a tout ce qu'elle n'arrive pas encore à faire, on va dire encore, parce qu'il y a bon espoir Mm. pour que ça soit mis en Oui, place. Il y a toi tout le temps que tu passes donc à lui apprendre des choses, que ce soit en motricité, que ce soit, mm. tu m'avais dit aussi que tu lui faisais travailler la parole, enfin t'essayais de. Oui. Alors, en fait, on travaille vraiment
par rapport à ce qu'elle a envie, par rapport au moment, quoi. C'est comme s'il y avait des périodes sensibles sur certaines choses. Et en ce moment, on ne sait pas pourquoi, elle arrive volontairement à répéter des sons, qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'elle disait, des fois, il y avait des syllabes qui sortaient, mais c'était involontaire, hors contexte, et on lui demandait de répéter, elle n'y arrivait pas. Et maintenant, quand elle arrive à entendre un son, en se concentrant, elle arrive à ressortir le même son, la même syllabe. Donc, forcément, ça facilite pour la parole. Ça fait un petit peu perroquet, quoi. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que là, ça fait peut-être un mois et demi qu'elle fait ça. Donc on y va à fond, on ne travaille presque que ça en fait Faut dans nos profiter de journées. ça. Voilà, mais ça fluctue, c'est-à-dire que peut-être que dans 2 mois ça va s'arrêter et elle va explorer autre chose. Donc elle va peut-être se remettre à se dire voilà je veux manger et elle va être en demande d'autres goûts et auquel cas ça va être ça qu'on va faire toute la journée, lui préparer des textures, des couleurs. Lui mettre à dispo partout dans la maison, à chaque endroit, pour que quand on n'est pas là, elle puisse attraper toute seule sans qu'on la regarde. Enfin, on développe des techniques en fait pour la stimuler. Et puis après, quand c'est pas plus ça, c'est autre chose. En général, elle arrive pas. Enfin, elle est quand même ciblée sur une tâche. Donc voilà, en ce moment c'est la parole, mais peut-être que après ce sera autre chose. Ça peut être la marche, ça peut être on ne sait pas. Donc Voilà, en fait tout ça, ça donc change. Gaïa, ça vous aide à financer tout ça et ça vous aide aussi Oui. à faire en sorte que vous puissiez être présent pour elle H24 parce que Oui, alors en toute transparence, du coup, la MDPH nous aide financièrement. Ils estiment en fait que ce sont nous, c'est nous les aidants. Donc ils nous versent une petite somme, disons, en disant bah voilà, c'est votre salaire. ok. C'est ridicule, hein. Enfin, on vit à la campagne, donc on pourrait s'en sortir. Mais du coup, voilà, c'est le quotidien est financé avec ça. Euh, Heureusement, on n'a pas besoin de rembourser notre maison, par exemple, mais parce que sinon on s'en sortirait pas. Mais par contre, le problème, c'est que toutes les grosses dépenses liées à Gaïa ou que j'aimerais me permettre de lui acheter, tout ça, ça sort du budget, du budget familial, disons. Hmm. Et, euh, et du coup, quand c'est comme ça, je pioche dans la cagnotte de Gaïa pour acheter le joujou qui me paraît fou là où il y a plein de boutons avec plein de pictos pour voir si elle arrive Ça déclenche à la moi parole. c'est voilà donc en fait j'achète quand même du matériel euh, éducatif enfin à la base qui est pas forcément éducatif mais qui moi je m'en sers pour essayer de la stimuler et ça peut être des dépenses globales tant que ça reste en rapport avec le soutien, enfin, soit nous dégager plus de temps pour nous occuper de Gaïa, ou directement des choses qui sont pour Gaïa. On lui a racheté un matelas mémoire de forme, par exemple, pour faire d'homme bien. On a acheté, enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Là, pour nous, par exemple, j'ai acheté un robot aspirateur Hmm. parce que nous, on est chauffé au bois, par exemple, et il y a de la cendre partout tout le temps, de la poussière, il faut qu'on passe le balai toute la journée, on ne fait que ça, hein, le ménage. Et donc, du coup, mine de rien, de me dégager une demi-heure tous les jours en ménage avec le robot aspirateur, je me suis dit, ben oui, mais moi, c'est du temps pour Gaïa. Et puis, moi, je peux pas m'offrir ça, en fait, ça fait pas partie de nos dépenses. On n'a pas le budget. Du coup, c'est elle Gaïa qui nous sauve, en fait, et qui nous finance toutes ces avancées-là matérielle ou humaine. Le but étant d'avoir encore plus de temps pour la garder, parce que du coup, quand je disais tout à l'heure, il y a une personne qui vient la garder 2 heures. Nous, donc on a un roulement avec Damien où on s'occupe d'elle chacun son tour. Avant, c'était pas le cas, elle avait besoin de 2 personnes, mais maintenant ça commence à aller mieux. Mais aussi, on a des gardes aussi de nuit, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se lève la nuit quand elle a besoin, parce que comme elle peut pas bouger, elle peut pas se remettre sous la couette, etc. Donc il y a quand même besoin d'une assistance légère, disons, la nuit. Et on avait besoin d'un temps pour souffler, même si c'est juste 2 heures, ça nous sauve la vie pour juste prendre un petit déjeuner et prendre une douche sans culpabiliser. Donc le but à terme, ce serait qu'Algaia finance encore plus de temps, voire des personnes formées
pour venir l'assister ici, quoi. Donc voilà Arrive à faire ton boulot l'argent. de teinturière quand même à côté, donc Bah, le problème, c'est en fait, mon boulot de teinturière, c'est censé officiellement être mon temps libre. oui, C'est-à-dire qu'avec Damien, on a le temps de garde de Gaïa, qui est le temps le plus fatigant, en fait, hein. C'est-à-dire que moi, entre travailler, que ce soit n'importe quel travail, hein, c'est-à-dire que j'ai travaillé très physiquement avant, où je faisais des massages toute la journée, ou après j'ai travaillé en tant que graphiste sur un bureau, etc. Euh, tout, tout type de tâches, dans tous les cas, c'est toujours plus reposant que de garder Gaïa. C'est une fatigue extrême, on va dire. Et donc, du coup, quand l'un garde Gaïa, du coup, pas l'autre, l'autre officiellement est censé se reposer pour pouvoir ensuite enchaîner avec une garde de Gaïa en forme. Et moi, je ne fais pas ça. Voilà, donc Damien, il y arrive un petit peu parce qu'il n'a pas d'activité officielle à côté encore, bien qu'il aimerait, mais bon, c'était chacun notre, enfin, on a fait ça chacun son tour. C'est moi qui ai commencé en fait à développer une activité professionnelle, disons, parce que maintenant finalement c'est mon métier, même si j'en tire pas d'argent parce que la collecte de fonds pour ma CFD, comme je disais tout à l'heure, je suis pas payée. Donc c'est sur mon temps de repos, c'est mon bénévolat travail. mm. Voilà, pour me vider la tête et penser à autre chose et avoir un semblant d'activité dont Juste, j'ai besoin. je crois que tu as pris des petites images qu'on va mettre à la fin de cette émission, Mhm. histoire de faire la connaissance de Gaïa aussi. Je pense que ce sera chouette. C'est Euh, toujours plus parlant, oui. ouais, c'est plus parlant. Et est-ce que tu peux juste nous dire quel est ton quotidien? Ça, on a un peu aperçu l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais avec ces associations? La plus jolie chose qui puisse arriver pour toi et pour vous. Alors au départ, ma version a évolué, on va dire, ma vision a évolué entre le moment où j'ai créé les assos et maintenant, tout simplement parce que notre quotidien a changé et c'était vraiment très très lourd. Donc on n'avait vraiment aucun temps de repos. C'était vraiment le quotidien était vraiment insurmontable. Et alors je vais répondre d'abord par rapport à Gaïa. Moi, j'imaginais à la base des choses complètement qui me paraissent ahurissantes aujourd'hui, euh, parce que dans ma tête, elle allait pouvoir aller à l'école, ce qui n'est pas le cas. Elle allait marcher, ce qui n'est pas le cas. Et je m'étais dit, il faut que je construise une piscine médicalisée dans mon hameau, tu vois, qui est un bâtiment, voilà, qui va faire venir pour les autres enfants handicapés du coin une structure, tu vois. Puis après, je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut carrément que je monte une école. Et vraiment, à chaque fois que j'ai des idées, je cherche, je pousse. Alors, comment je peux faire venir un directeur? Comment devenir maîtresse qui t'embauche? Enfin, j'avais vraiment poussé en me disant comment tu finances ce genre de bâtiment, combien ça coûte, les infrastructures, et moi, j'étais vraiment dans l'optique de monter physiquement des lieux, vraiment des structures. Aujourd'hui, disons que je me laisse un peu plus porter et je me dis qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin que ce soit moi qui le fasse et qu'un jour, quand ce sera le moment, ça se présentera et puis il y aura quelque chose qui sera là pour elle. Voilà. Je fais un petit peu plus confiance à la vie. J'essaie de moins avoir contrôle de lâcher le contrôle, voilà. Euh, donc pour El Gaïa, dans le futur, oui, ce serait et financer de l'aide humaine, je pense surtout. La structure où je ne sais pas, ça pourrait être à la maison, mais qu'on soit vraiment accompagné pour nous faciliter le quotidien, quitte à ce que même si finalement on se rende compte que c'est nous qu'on doit quand même passer du temps à faire le soignant, disons qui est quand même des personnes intervenantes qui pourraient être, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que dans 5 ans, si je regarde le truc, je me dirais qu'est-ce que j'ai dit, mais une cuisinière, une personne qui vient faire à manger ou une femme de ménage, ça pourrait être des aides aussi comme ça qui nous permettraient de soulager notre quotidien et de passer sur un standing de vie un peu plus confortable, disons. Aujourd'hui, c'est surtout le confort, en fait, que je D'avoir vise. du temps Essayer de. de dormir, quoi. Mm. Juste dormir,
pouvait dormir la nuit, qu'il y ait une personne juste qui veille, d'avoir une chambre à côté, d'avoir une au pair, tu vois. Enfin, je te dis des choses complètement. Fut un temps, c'était ça, quoi. Essayer de financer une au pair. Et en fait, on n'a jamais eu le temps ni l'argent pour créer une chambre en plus. Parce que Ça serait une forcément, super idée, une au pair. voilà. Donc, une personne qui loge avec nous pour nous aider. Parce qu'en fait, n'importe qui peut apprendre. C'est des gestes médicaux, donner les médicaments, faire les traitements. Mais en fait, on ne demande pas à la personne qu'elle soit secouriste s'il y a un problème, et puis de savoir exactement ce qu'elle fait dans ses faits et gestes, mais savoir juste donner un médicament à telle heure, et puis le reste, on s'en fout, quoi. C'est juste d'être opérationnel pour Gaïa. Et ça, bah, par exemple, là, voilà, elle a 7 ans, et moi, je m'étais dit, je me souviens, il y a plusieurs années, c'était mon objectif, et puis tu vois, il s'est estompé. J'avais presque oublié, quoi, que c'était une opère qu'on voulait, parce qu'on a trouvé Dominique, la dame qui garde Gaïa, et que mine de rien, ça fait un début, en fait, c'était une transition. On s'était dit, on fait venir quelqu'un, on la paye, c'est un salaire, quoi, que l'asso donne à cette personne. Et parce que je pense qu'en réalité, avoir une paire, moyennant le logement et le repas, nous coûterait le même tarif que ce qu'on paye pour 2 heures par jour. Mm. Donc c'est juste la transition en fait qui est dure à faire, finir les travaux dans la maison, avoir une pièce en plus, et mine de rien c'est du temps quoi. Donc le temps de monter le projet, Confirme, c'est du temps, les travaux. voilà, retrouver même que ce soit pas nous qui le fassions quoi, mais juste de trouver les artisans dans le coin. Et, euh, et donc moi pour ma santé mentale, disons, j'avais besoin de faire quelque chose que je trouvais intéressant, donc je me suis lancée dans un nouveau métier. Mais du coup, bah, ça veut dire que mine de rien, j'ai mis de côté les projets de la maison pour pour m'en sortir mentalement, disons. Donc, il fallait faire des choix. Et voilà, si El Gaïa avait plus de financement, c'est sûr que ce seraient ces projets-là qui reviendraient, à mon avis, en Ouais. premier, quoi. Oui. Continuer les travaux dans la maison, pouvoir accueillir des gens, faire venir des gens pour garder Gaïa, s'occuper d'elle un peu et nous soulager, nous. Ok. Voilà. Merci Lily. Je pense que là, on a une vision bien complète en tout cas, des deux assos. On va terminer là cet épisode et on va mettre les petites images donc de toi. Je sais pas si on te voit dessus et de Gaïa. En tout cas, Non, c'est moi qui filme, mais on voit Damien. on voit Damien. Tu Bon, verras. ben, c'est bien. Et je mettrai sous la vidéo de toute façon les liens vers les deux associations. Mhm. Et puis je te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et plein de sous à venir pour les deux associations et vous aider dans votre quête du bonheur sur le long terme. Mais oui, et ben je te remercie à toi pour cette opportunité et bah à très bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Bête. Bête. Ah oui, c'est bien. Tu t'es rassuré encore avec maman? Non. Tu veux la famille des doigts? Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Help Gaïa et MassFD. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast. À bientôt.